Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Vous avez pu découvrir la semaine dernière le reportage de Jeanne Berger sur les disparus du Liban. Nous nous entretenons donc aujourd'hui avec Justine Di Maio, directrice de l'organisation Act for the Disappeared, qui a participé à l'élaboration de la plateforme Fouchat Amal. Justine Di Maio, bonjour. Bonjour. Alors pour débuter, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est Fouchat Amal ? Donc Fouchat Amal est un mémorial digital pour les disparus au Liban. Donc ça a été créé il y a un peu plus d'1 an. L'objectif du projet est de collecter les histoires des disparus qu'on connaît très peu en fait, parce que au Liban, bien que 30 ans après la fin de la guerre, on n'a toujours pas de liste des disparus. Donc le projet a été créé dans le but de connaître ces disparus, de collecter leurs histoires et d'avoir une sorte la première database publique des disparus au Liban. Alors, il y a un peu plus d'1 an qu'elle a été créée, donc cette plateforme. Elle a été relayée par les médias à travers le monde. Aujourd'hui, quel est le résultat, on va dire quelle est l'évolution depuis le lancement? Alors, au départ, le projet avait été lancé pour être une database simplement. Et puis, au fur et à mesure des rencontres avec les familles, on s'est rendu compte que ces familles n'avaient pas du tout l'opportunité de raconter leur histoire, de partager leur expérience. Et donc, finalement, le projet s'est un peu transformé et alors qu'on avait commencé ça comme une database, c'est devenu en fait un espace d'expression et un espace de reconnaissance pour les familles des disparus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de simplement créer une liste de disparus avec la date de disparition et la date de naissance, ce qui est le cas dans beaucoup de pays, en fait. Il y a beaucoup de databases online des disparus, que ce soit en Argentine, que ce soit en Iran, en Algérie aussi. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de cette idée-là, on a essayé de faire une plateforme qui soit interactive et sur laquelle les familles de disparus puissent raconter leur histoire. Donc, en fait, on a créé comme une page, un profil Facebook pour chacun des disparus, où on met des photos des disparus, on met aussi évidemment des informations sur la personne, sur est-ce qu'il était étudiant, est-ce qu'il travaillait, ses hobbies, ses qualités, ses défauts, et évidemment des informations sur le contexte de disparition. Mais il y a également un espace où les familles de disparus peuvent laisser leurs témoignages. Donc à partir de ça, on a commencé à rencontrer les familles, à collecter leurs témoignages. Et parallèlement, parce que d'une part, on n'avait pas la capacité d'interviewer beaucoup de familles, parce qu'on est une petite organisation, on a commencé à engager les jeunes, notamment les jeunes étudiants d'université. On les a formés pour qu'eux-mêmes aillent collecter ces témoignages de famille. Donc c'est devenu un projet assez différent du projet de départ. Donc évidemment, il y a toujours cette idée de database publique des disparus, ce qui est important parce que, comme je le disais, on n'a toujours pas de database au Liban. Mais c'est devenu un projet qui à la fois donne l'opportunité aux familles de s'exprimer, qui les aide psychologiquement parce que pendant 2 heures on les rencontre, on écoute leur histoire et pour la plupart c'est la première fois qu'elles ont l'opportunité de raconter cette histoire. Et en même temps on fait un gros travail de sensibilisation auprès des jeunes, parce que les jeunes sont exposés aux victimes, sont exposés à leurs histoires, et que c'est évidemment le meilleur moyen pour leur faire comprendre quelle a été cette guerre civile et quel impact terrible la guerre civile a eu sur la population. Alors, cette plateforme, effectivement, c'est plus un appel au témoignage. Ça ne va pas du coup apporter de réponse aux familles. Du coup, qu'est-ce qui est fait pour que ces familles sachent enfin finalement ce qui est arrivé à leurs proches disparus? Oui, non, effectivement, l'objectif de Fouchat Amal est plutôt en termes de reconnaissance et de soutien aux familles et de sensibilisation de la population et des jeunes. En ce qui concerne les réponses apportées aux familles et la clarification du sort des disparus, qui est effectivement la première demande de toutes les familles de disparus au Liban, on a lancé il y a 2 ans un projet de recherche, un projet
d'investigation qui consiste un peu en une sorte d'investigation policière. Alors évidemment, c'est un peu différent parce qu'on est en train de parler de faits qui ont eu lieu il y a plus de 30 ans. Mais on a lancé ce projet il y a 2 ans. Suite à des rencontres qu'on a eues avec une équipe d'anthropologues forensiques, médecins légistes, qui sont en train de travailler dans différents pays pour clarifier le sort des disparus, exhumer les fosses communes et identifier les corps. Donc, avec leur aide, on a lancé ce projet qui consiste à collecter dans des sources ouvertes, donc les journaux, les rapports, et également à travers des interviews avec les victimes, les survivants, les anciens miliciens. Donc collecter les histoires qui nous permettraient à la fois d'apporter des réponses aux familles. Donc généralement, les familles ont très peu d'informations sur le sort de leurs proches. Elles savent que dans le meilleur des cas, elles savent qu'ils ont été kidnappés à un certain checkpoint, à un certain barrage dans Beyrouth ou en dehors de Beyrouth, et puis plus rien. Donc ça, c'est souvent dans le meilleur des cas. Du coup, nous, notre travail consiste à essayer déjà de faire le mapping de ces barrages, de faire le mapping des centres de détention où les personnes qui ont été kidnappées auraient pu être détenues. Et puis après, essayer de comprendre quelle a été la trajectoire de ces personnes-là. Est-ce qu'elles ont été tuées au niveau du checkpoint ou est-ce qu'elles ont été tuées après étant détenues au centre de détention? Ou troisième possibilité, est-ce qu'elles ont été transférées dans les 2 pays voisins du Liban, qui sont la Syrie et Israël, dans la mesure où les armées de ces 2 pays ont été impliquées pendant la guerre libanaise et même après la fin de la guerre libanaise, puisque Israël a occupé le Liban jusqu'en 2000 et que la Syrie a occupé le Liban jusqu'en 2005. Donc en ça consiste le projet de recherche, apporter des réponses aux familles. Également, ça consiste à localiser les fosses communes parce que il y a évidemment des centaines de fosses communes sur le territoire libanais. Avec beaucoup de fosses communes qui ont déjà été détruites à cause de chantiers de construction, notamment à Beyrouth, où évidemment il y a beaucoup de construction. Dans la plupart des cas, les chantiers, enfin les gens qui travaillent sur les chantiers font des découvertes de restes humains, de squelettes dans ce cas-là, et ne préviennent pas la police. Donc dans la plupart des cas, ces corps sont soit réenterrés et on construit par-dessus, ou alors ils sont brûlés parce qu'évidemment appeler la police, ça veut dire perdre de l'argent, ça veut dire peut-être ne pas pouvoir continuer les travaux. Donc on est en train de perdre aujourd'hui la possibilité de pouvoir identifier les corps et donc d'apporter des réponses aux familles. Donc il y a vraiment un besoin urgent aujourd'hui de localiser ces fosses communes et de les protéger. C'est vraiment une priorité pour nous aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, effectivement, il y a peu de familles finalement qui obtiennent des réponses. Est-ce que quand même ce projet a réussi à en apporter quelques-unes à certaines familles ? Oui, enfin évidemment, aujourd'hui, il y a peu de familles qui obtiennent des réponses parce qu'après 30 ans, il n'y a toujours pas de volonté politique d'adresser le dossier. Donc il n'y a toujours pas d'exhumation de fosses communes, il n'y a toujours pas d'enquête qui a été menée, même s'il y a eu des tentatives de création de commissions nationales, mais il y avait à chaque fois aucun effort réel d'apporter des réponses aux familles. C'était plus un moyen de dire, bon, écoutez, on a fait quelque chose, on a essayé. Ils sont tous morts, c'est plus possible, tournez la page. Donc nous, il y a 2 ans, on en a eu assez de ce refus des politiques d'adresser le dossier et on s'est dit ok, continuons le travail de lobbying, sauf que c'est pas possible de ne faire que ça, on n'a plus le temps, donc on va essayer parallèlement nous d'agir là-dessus. C'est pour ça qu'on a commencé ça il y a 2 ans. C'est un travail très long, très laborieux, mais aujourd'hui, après, je dirais un an et demi de recherche, sachant qu'une grosse partie du travail a aussi consisté à mettre en place une méthodologie, à mettre en place des procédures pour maintenir l'anonymat des gens qui nous donnent des informations.
pour développer des outils de management des informations. On a quand même réussi à localiser 44 fosses communes. Alors pour l'instant, on a ces informations-là. On arrive à... alors, l'objectif maintenant, c'est de monter des dossiers juridiques pour pouvoir demander une décision de protection, une décision judiciaire de protection de ces fosses communes. On a aussi collecté beaucoup d'informations sur des cas individuels de disparition. Alors, pour l'instant, on n'est pas dans la phase où on contacte les familles pour donner des informations parce qu'on a besoin de vérifier ces informations à travers beaucoup d'autres témoignages. Mais voilà, on avance. On est plutôt agréablement surpris de la réaction des anciens miliciens qu'on aborde, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup ont envie de parler. Alors, je suis pas en train de dire que beaucoup regrettent ce qu'ils ont fait. Beaucoup de miliciens considèrent que ce qu'ils ont fait à l'époque était juste et que c'était le seul moyen de défendre leur communauté et que leur communauté était réellement en danger. Donc, on a très peu de miliciens qui nous disent oui, je regrette ce que j'ai fait. Mais par contre, beaucoup ne voient pas d'objection à aider à apporter des réponses aux familles. Ils comprennent l'objectif humanitaire de notre démarche. On n'est pas du tout dans la démarche si vous voulez, on n'est pas en train de collecter des preuves pour pouvoir juger ces gens-là. Pour nous, on est dans une démarche humanitaire et qui répond à l'objectif d'apporter des réponses aux familles. Puis il y a évidemment aussi beaucoup de miliciens qui sont en train de vieillir et qui, comme beaucoup de personnes âgées, qui ont envie de raconter leur passé, qui ont envie de... donc voilà, donc on arrive à collecter beaucoup d'informations. Il faut pas oublier qu'on était dans un contexte de guerre civile et que finalement, je dirais que toutes les personnes qui étaient à l'âge adulte pendant la guerre ont potentiellement des informations qui pourraient nous aider à clarifier le sort des disparus. Nous, on dit souvent, on n'est pas en train d'attendre que les chefs politiques révèlent ce qu'ils savent. Nous, finalement, on a besoin que les gens les miliciens qui étaient postés à des checkpoints, à des barrages, ou des gens qui étaient en charge de centres de détention, ou même des gens qui vivaient autour de ces endroits-là, notamment autour des cimetières, autour des endroits, des terrains vagues où étaient enterrés les gens kidnappés. Tous ces gens-là sont potentiellement pour nous des sources d'informations très importantes. Donc, on est aujourd'hui à une étape où on va faire cet appel à la population en disant on a la responsabilité, chaque Libanais, chaque citoyen libanais, nous avons la responsabilité d'aider à clarifier le sort des disparus et on peut potentiellement tous apporter des réponses aux familles. Même si on n'était pas un ancien milicien, mais si on était par exemple en voiture avec une personne qui a été kidnappée ou si on est passé juste après une voiture qui a été arrêtée à un barrage et qu'on pourrait avoir des informations sur les gens qui étaient sur ce barrage-là, voilà, potentiellement, on peut tous aider à faire la vérité sur le sort des disparus. Alors, vous l'avez dit, c'était il y a 30 ans, le temps presse, les gens vieillissent, il y a certaines fosses communes qui sont détruites. Est-ce que finalement, vous ne craignez pas que ce projet, toute cette initiative arrive un peu tard? Non, elle arrive pas tard. Enfin, elle arrive tard, oui, effectivement, elle arrive tard. On aurait évidemment souhaité que ça se fasse plus tôt parce qu'on a déjà des parents disparus qui sont morts et qui ne sauront jamais la vérité. Donc oui, effectivement, et aussi parce que, comme je l'ai dit, il y a déjà des corps qui ont été détruits et que c'est des réponses qu'on ne pourra pas apporter aux familles. Après, c'est pas trop tard dans la mesure où on peut toujours apporter des réponses aux familles et on peut toujours identifier des corps. Alors effectivement, pour les gens qui ont été transférés en Syrie et on a 600 cas qui ont été documentés de personnes kidnappées au Liban et détenues au secret en Syrie, donc disparues, c'est-à-dire que leurs familles n'ont pas d'informations sur leur sort. Pour
ces personnes-là, évidemment, c'est tard et peut-être qu'elles sont restées en vie un certain nombre d'années et que parmi eux, beaucoup sont morts. Donc, effectivement, c'est assez terrible. Mais je dirais qu'il est jamais trop tard parce qu'on a quand même des milliers de familles au Liban qui attendent des réponses, que potentiellement, on pourrait avoir encore des gens en vie en Syrie. Certaines personnes ont été libérées après 25 ans, 30 ans de détention. Donc on ne sait jamais et puis surtout ces milliers de familles qui ont envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors effectivement sans doute que pas toutes ces familles récupéreront les corps de leurs proches pour pouvoir les enterrer dignement, mais même si toutes ne peuvent pas enterrer leurs proches dignement, au moins elles auront des réponses. Et une famille de disparus ne peut pas faire son deuil tant qu'elle n'a pas eu des réponses sur le sort de son proche. Donc c'est très important. Et beaucoup de gens pensent qu'après 30 ans, bon, les familles ont tourné la page, les familles ont oublié. On va dire qu'au Liban, il y a tellement de priorités, la situation est tellement difficile avec notamment la guerre en Syrie, les problèmes économiques, les problèmes sécuritaires. C'est vrai qu'il y a tous ces problèmes-là, ce qui n'empêche que la question des disparus reste une priorité au même titre que les autres questions, parce qu'on a des milliers de familles qui souffrent encore aujourd'hui. Et puis, on parle des familles de disparus, évidemment, mais nous, notre démarche, elle est effectivement une démarche humanitaire pour apporter des réponses aux familles, mais c'est aussi une question importante pour la société libanaise, parce que c'est aussi, on est en train de parler de responsabilité, on est en train de parler de bâtir une société basée sur des fondements justes et qui respecte ses citoyens, qui respecte l'être humain. Quand on sait qu'aujourd'hui on circule, on se gare sur des potentielles fosses communes, c'est important aussi de rétablir un peu cette situation en disant qu'on ne peut pas bâtir une société sur un passé qui n'a pas été résolu et sur la mise à l'écart d'une partie de nos concitoyens en disant ce que vous vivez c'est pas important et tournons la page. Et évidemment c'est important parce que la nouvelle génération au Liban sait très peu de choses sur la guerre civile, n'a aucune connaissance des conséquences de la guerre civile. Nous quand on rencontre des jeunes, ils savent à peine qu'il y a des disparus au Liban. On a même des jeunes qui ont appris dans le cadre de nos activités qu'ils avaient des disparus dans leur propre famille. Donc ça, c'est évidemment très dangereux parce que quand on n'a pas la mémoire du passé, on peut évidemment répéter ce passé et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont prêts à reprendre les armes au Liban. Donc ça, c'est évidemment très important de les sensibiliser à ça pour éviter que le Liban retombe dans des cycles de violence. Et on en a tellement connu dans ce pays qu'il y a un réel risque. Important pour les familles, pour la société, mais aussi, oui, effectivement, vous l'avez dit, pour l'histoire, pour éviter de répéter finalement les erreurs du passé. On en a parlé aussi, l'État, le gouvernement qui n'a pas accompagné cette démarche de recherche du sort des disparus. Étonnamment, les miliciens donc parlent, ont envie de parler de ce qui s'est passé, aident finalement un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État vous aide également dans cette démarche, ou en tout cas ne vous met pas des bâtons dans les roues? Non, l'État ne nous met pas ce bâton dans les roues. Ça a toujours été un peu le cas au Liban. On n'a jamais eu de menaces, on n'a jamais eu de problème pour faire ce qu'on fait. Donc non, il n'y a pas de bâton dans les roues, il y a une inertie, je dirais. Je pense que la stratégie depuis toujours des autorités libanaises a été de gagner du temps. Et puis on le voit sur plein d'autres dossiers. Ils sont incapables de gérer la crise des poubelles, comme ils sont incapables de gérer le problème de l'électricité. Donc il y a aucun consensus, il y a aucune décision politique prise depuis des années au Liban. Mais en même temps, il n'y a pas de menace qui pèse sur nous. Donc
Après, je dirais que finalement, au Liban, on n'a pas non plus pris énormément de risques jusqu'à présent, et c'est un peu ce que nous on veut changer, c'est-à-dire qu'au Liban, jusqu'à présent, le travail de la société civile et des familles de disparus s'est surtout concentré sur le travail de lobbying. Donc, il s'agissait de développer des solutions et de soumettre ces solutions aux autorités libanaises pour qu'elles adoptent ces solutions. Il y a notamment un projet de loi qui a été écrit pour la création d'une commission nationale d'investigation qui est aujourd'hui au Parlement, qui attend d'être adoptée par le Parlement depuis 2012. Donc voilà, donc ça a surtout été ce genre d'action civile qui est évidemment très important, et les familles de disparus ont fait énormément de travail pour maintenir le dossier sur la table des négociations avec les politiques, et rien que ça, c'est énorme, dans la mesure où on est quand même dans un pays où une loi d'amnistie a été adoptée à la fin de la guerre. Donc, c'est un énorme travail qui a été fait par les familles et par les associations de la société civile. Mais je dirais que aujourd'hui, on veut aller beaucoup plus loin. Alors, quand je dis pour l'instant, on n'a pas de menace qui pèse sur nous, je dis bien c'est pour l'instant. Je ne sais pas si le jour où on commencera à vraiment travailler sur les fosses communes, et le jour où on commencera à vraiment avoir des informations, à détenir des informations d'anciens miliciens sur ce qui s'est passé, je ne sais pas si la situation changera. Pour l'instant, on est au stade de collecte d'informations, on est au stade de montée des dossiers à déposer devant le juge pour que le juge protège ces fosses communes. Je ne sais pas si le jour où on exhumera, où on demandera l'exhumation de fosses communes, je ne sais pas comment la situation va évoluer. On le sait, hein, il y a beaucoup d'autres conflits malheureusement à travers le monde. Je pense en Syrie notamment, beaucoup voisins. On parle de dizaines de milliers de disparus depuis le début du conflit. Est-ce que vous avez été approché par des Syriens? Oui, on est en contact avec des Syriens. La question syrienne est tellement compliquée. Enfin, la situation est aussi complètement différente parce que c'est toujours un conflit en cours. Même si au Liban, il n'y a pas eu de transition, le calme, on va dire, la paix, entre guillemets, était revenue. Et on n'était pas dans un régime dictatorial comme on l'est en Syrie. Donc, il y avait une possibilité de documenter, ou en tout cas d'en parler. En Syrie, beaucoup de travail est fait en termes de documentation. Donc, on a beaucoup d'organisations qui documentent et qui développent des databases de disparus, de violations, de détentions. Et ils collectent aussi les histoires des Syriens, les histoires de résistance. Donc, tout ce travail est fait. Nous, on a entamé des discussions pour voir un peu comment notre expérience pourrait aider les organisations là-bas. Mais bon, je dirais que pour l'instant, c'est assez confus. Et puis, il y a aussi beaucoup d'argent qui est injecté en Syrie. Donc, beaucoup d'organisations qui travaillent là-dessus. Je pense que le problème aujourd'hui aussi est une question de coordination entre ces différentes organisations. Et puis, je dirais qu'ils font face à des problématiques auxquelles nous, on n'a pas eu besoin de faire face. Donc, je dirais que pour l'instant, la collaboration est assez limitée. Par contre, on a des contacts avec des pays comme la Turquie, l'Iran. On s'est beaucoup inspiré de l'expérience de l'Argentine. Et par exemple, en Turquie, en Iran, on a discuté avec des organisations là-bas parce que elles trouvaient très intéressant notre projet Foussat Amal, qui est pas seulement une database comme eux l'ont développé dans leur propre pays, mais qui aussi donne la parole aux familles de disparus. Donc cette dimension-là les intéressait beaucoup, et on est en train de discuter pour voir comment on peut collaborer et les aider à développer cette partie-là de notre projet. Alors vous venez de le dire, vous êtes beaucoup inspiré d'un projet similaire en Argentine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Évidemment, en Argentine, ils ont fait énormément de travail en termes d'histoire orale. Et puis, donc, ils ont
en plus de l'action évidemment des maires de la place de Mai, il y a beaucoup d'associations qui ont documenté, beaucoup d'associations qui font de la sensibilisation auprès de la nouvelle génération. Donc on s'est beaucoup inspiré de notamment l'organisation Memoria Abierta, qui est une organisation basée à Buenos Aires et qui fait un gros travail de documentation et de sensibilisation. Donc ils organisent par exemple des expositions d'histoires de disparus et ils expliquent pourquoi ils ont été kidnappés, quel était leur activisme politique, parce qu'en Argentine on est beaucoup dans ce contexte-là d'activisme politique. Donc on s'est beaucoup inspiré d'eux, mais on s'est aussi beaucoup inspiré pour le travail d'investigation. Comme je le disais, on est entré en contact avec une équipe d'anthropologues médecins légistes qui nous ont beaucoup aidé à développer notre projet. Donc voilà, donc on est par exemple avec aujourd'hui on a rencontré aussi des organisations à Chypre. À Chypre, il y a une commission d'enquête aussi sous la supervision des Nations Unies. Donc on s'est aussi beaucoup inspiré de ce pays-là où il y a aussi quelques milliers disparus et où ils ont réussi à identifier beaucoup de corps et à rendre ces corps aux familles. Donc il y a je pense que c'est très important de s'inspirer d'autres pays et d'essayer de voir comment on peut adapter ces différentes initiatives au Liban. Donc nous on travaille beaucoup en partenariat avec ces organisations-là. Alors pour terminer, là effectivement les prochaines étapes, il est en question de dossiers juridiques pour les fosses communes. Est-ce qu'il y a d'autres recours juridiques que vous êtes en train d'envisager ou de préparer d'ailleurs? Non, je dirais qu'aujourd'hui, ça porte essentiellement sur les fosses communes, que ce soit pour la protection de ces fosses communes ou peut-être l'exhumation, parce qu'on considère que si nous avons suffisamment d'informations sur la localisation et que nous avons des hypothèses sur l'identité des gens enterrés dans ces fosses communes et qu'on soit donc en mesure d'identifier les corps, on a pour objectif de demander l'exhumation des fosses communes. Donc c'est essentiellement là-dessus. Concernant d'autres affaires devant la justice, très peu de familles au Liban ont déposé des plaintes auprès de la justice. Il y a un cas qui est assez connu au Liban, qui est le cas de Madame Hashichou. Son mari était kidnappé en 82 à Saïda, dans une ville au sud de Beyrouth. Et les kidnappeurs de son mari sont venus le prendre à la maison. Donc il était à la maison avec ses 5 enfants et sa femme. Ils ont tapé à la porte et c'était des miliciens. Et donc sa femme a reconnu, a vu le visage de ces 3 miliciens. Donc à la fin de la guerre, elle a porté plainte et elle a demandé à ce que le dossier de son mari soit jugé, parce qu'au Liban, il y a une loi d'amnistie, mais le crime de disparition est un crime continu dans la mesure où il continue tant que le sort de la personne n'est pas connu. Donc le juge de Saïda qui a jugé l'affaire a accepté de juger le dossier basé sur ce principe de crime continu. Le problème, c'est que ce cas a duré 10 ans devant la cour de Saïda, parce que les prévenus ne se présentaient pas, ou enfin bon, parce que il y avait des interventions évidemment politiques pour faire traîner le dossier. Et au bout de 10 ans, après 10 ans de combat pour Madame Hashichou, le juge a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes et que c'était la parole de Madame Hashichou contre la parole de ces 3 hommes. Donc évidemment, c'est le genre d'affaires qui décourage d'autres familles de disparus à porter plainte. Donc évidemment, le Liban n'est pas prêt. Enfin, il n'y a pas suffisamment de volonté de la société civile et des politiques pour que de tels dossiers avancent. Donc pour l'instant, c'est pas, je dirais que c'est pas une priorité, parce qu'il y a très peu
de succès, enfin de chances de succès. Et puis évidemment, on est obligé de prioriser nos actions parce qu'on a des budgets qui sont quand même très limités. La question des disparus au Liban est pas un dossier qui attire beaucoup d'attention. D'ailleurs, la communauté internationale a été assez peu on l'a assez peu entendu sur ce dossier-là, a jamais mis la condition de la clarification du sort des disparus au Liban dans que ce soit des échanges commerciaux, que ce soit des partenariats. Donc on est assez isolé, je dirais. Et donc voilà, donc on a des budgets limités, on a des ressources limitées et donc on doit prioriser. Donc je dirais qu'aujourd'hui la priorité c'est la protection des fosses communes et puis c'est ce travail de documentation pour essayer d'apporter des réponses aux familles. En tout cas, vous, effectivement, vous ne perdez pas l'espoir d'apporter ces réponses aux familles. Justine Desmaillots, merci beaucoup. Merci à vous. Donc pour votre participation, pour toutes vos explications. Et puis quant à nous, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.